Cette année, on est gâtés, mais on est vachement gâtés. Je sais pas si vous en rendez compte, hein, mais là, on a une saison vraiment de ouf. C'est absolument incroyable. Vraiment, c'est ouf. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Russie 2021. C'est parti. Allez, première réaction tout de suite, on va parler évidemment de la 100e victoire de Lewis Hamilton en Grand Prix. C'est tout simplement énormissime, c'est incroyable. Le pilote le plus proche de lui encore en activité, c'est Sebastian Vettel, et c'est pas si proche que ça parce qu'il faudrait que Vettel double quasiment son nombre de victoires. Il en a 53, et alors si on mise un peu plus sur la jeunesse, on va dire, on trouve Verstappen qui a, on va pas se le cacher, qui a encore un petit peu de boulot puisqu'il ne compte pour l'instant que 17 victoires. Je pense qu'on se rend pas forcément bien compte de ce que ça signifie, ces 100 victoires en Grand Prix, c'est absolument incroyable. Alors il y a certaines victoires qui ont été plus simples à aller chercher que d'autres, mais dans l'ensemble, il faut quand même aller toutes les chercher. Il faut toujours finir premier si tu veux faire 100 victoires, donc c'est assez incroyable. Je pense que quoi qu'il arrive, ce record, il va pas être battu avant un bon paquet d'années, honnêtement. Donc vraiment savourer cet instant, c'est absolument historique. Bon alors pour la course, on est gâté, car comme pour son 7e titre mondial acquis en Turquie l'année dernière en 2020, ça a été une course à rebondissement et jusqu'au bout. Pas une super impulsion de la part de Lewis sur le départ, il a joué la sécurité en lâchant avant tout le monde pour pouvoir prendre le virage. Du coup, il a perdu pas mal de place et s'est retrouvé bloqué dans un petit train emmené par George le bouchon Russell. Alors avec Russell, Stroll, Ricciardo et lui, honnêtement, je pense que Lewis Hamilton était largement celui qui avait le plus de choix stratégiques à sa disposition pour pouvoir bien mener sa course. Alors Stroll a craqué bien trop tôt pour démarrer les arrêts au stand, suivi par Russell finalement, qui n'avait d'autre choix que de couvrir la stratégie de Stroll, car la Williams, avec sa performance, se serait fait dépasser largement. 12 tours, c'est très peu par rapport au potentiel des médiums. Mais bon, fallait tenter du côté d'Aston Martin pour essayer de passer Russell d'une manière ou d'une autre. Du coup, Ricciardo et Hamilton ont continué en poussant leur relais beaucoup plus loin, car avec de l'air propre devant, ils pouvaient vraiment exploiter leur voiture au maximum, et donc aucun intérêt de s'arrêter aussitôt dans la course. Sauf que quand même, l'undercut était vraiment puissant. Le fait de s'arrêter et de mettre des pneus neufs vous faisait passer devant quasiment obligatoirement. Et du coup, c'est Sainz qui a dû aussi s'arrêter pour couvrir Stroll. Et ça a mis Ferrari un petit peu dans la sauce d'un point de vue stratégie. En fait, au final, Lance Stroll a foutu un petit peu le boxon en s'arrêtant aussitôt. Et quelque part, fallait être fallait être fort mentalement, psychologiquement, pour garder sa propre stratégie et se dire non mais il faut peut-être pas qu'on s'arrête, etc. Fallait pas se laisser influencer et du coup Ricciardo et Hamilton ne se sont pas laissés avoir. Bon alors obligatoirement on va parler de cet arrêt au stand justement entre Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton, ou du coup de bluff de Mercedes justement, parce que fallait vérifier un petit peu l'information. Les deux équipes en fait ont appelé leur pilote au même moment, à quelques secondes près, très honnêtement. Chez Ricciardo en fait on voulait ce stop pour tenter de doubler George Russell en sortie des stands. L'arrêt a été trop long et hop, ça n'a pas fonctionné. Du côté de chez Lewis Hamilton en fait on a voulu tenter l'undercut sur Daniel Ricciardo, car Lewis avait beaucoup de sous-virages, c'était assez ahurissant avec le dirty air justement de la voiture devant, et n'arrivait pas finalement à porter une attaque sur Daniel Ricciardo. Donc dans la position de Lewis Hamilton d'être justement derrière un concurrent, d'être derrière Daniel Ricciardo, quand on demande de rentrer au stand, il y a une consigne qui est simple, qui est exactement la même pour tout le monde quand on se bat avec un concurrent qui est juste devant nous sur la piste. On dit toujours box, opposite, tout. On dit toujours de faire l'opposé de ce que la voiture devant va faire. Si Ricciardo rentre au stand, tu restes en piste. Si jamais il reste en piste, tu rentres bien au stand, évidemment, pour justement tenter de faire une stratégie alternative à la voiture, à ton concurrent qui est devant toi. Donc non, finalement, Mercedes n'a pas bluffé. Il voulait faire rentrer Lewis, mais si Ricciardo rentrait, alors Lewis devait rester en piste. 3 tours plus tard, on l'arrête pour justement ressortir juste devant Daniel Ricciardo et partir à l'assaut de Stroll, Sainz et Gasly qui sont sur des pneus plus vieux, puis ensuite de pourquoi pas aller chercher un certain Lando Norris. Victoire quand même à la force du poignet pour Lewis Hamilton, ça n'a pas été simple, il a fait une grosse remontée, il a eu un gros rythme sur le deuxième relais. Bon call de l'équipe justement que lui a écouté sur la deuxième fois. Il a fait confiance à son équipe pour rentrer au stand, passer les intermédiaires avec la pluie, etc. Et vu ce qu'il a plu,
et bah c'était gagné. Donc bon, bah on ne saura jamais hein, finalement si Lewis aurait gagné face à Lando Norris sur le sec. J'aime à penser que non, que Norris avait peut-être un petit peu de réserve pour contrer une attaque de Lewis Hamilton, mais ça, on le saura jamais. Verstappen, forcément, faut en parler un petit peu. Bah oui, je sais pas où le placer parce qu'il y a tellement de trucs à dire que voilà, bon, on le place maintenant. Max Verstappen, il a lâché la plus belle remontada qu'on a vue depuis un bon petit moment. Clairement, grosse remontada. Derrière, sur le deuxième relais, il a commencé un petit peu à buter contre Daniel Ricciardo. On a senti la Red Bull un peu difficile sur ce tracé de Sochi. Et puis, il s'est même fait dépasser finalement par Fernando Alonso qui était en pneu un peu plus frais. Mais la pluie a été providentielle pour ce cher Max Verstappen. Le bon call au bon moment pour mettre les pneus intermédiaires. Et boum, ça l'a emmené direct sur une incroyable P2. Du coup, bah... P1, P2, ça je m'attendais pas à ce qu'on ait un Lewis Hamilton, Max Verstappen, P1, P2. Avantage Hamilton du coup au championnat pour 2 petits points. Il reprend donc la tête du championnat pour 2 points. Ça va jamais se terminer en vrai. Ça va jamais se terminer. Il reste cette course, ça va être super chaud. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler des McLaren quand même. Bah oui, forcément, il faut en parler des McLaren qui sont une fois de plus largement dans le coup. C'est vraiment assez incroyable. Alors c'est un petit peu aussi à moitié étonnant quand même parce que Sochi, ça reste un circuit assez rapide, on va dire, qui est pas très sinueux. Mais de là à me dire qu'ils allaient être aussi devant, là, non, peut-être pas quand même, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'est assez une bonne surprise quand même, ça faut le souligner, c'est une bonne surprise. La pole de Norris s'obtient dans des conditions changeantes, c'est très bien joué, tout comme Russell hein, qui a pris les paris des pneus secs. Mais pendant tout le week-end, on a vu quand même une McLaren plutôt bien, probablement pas qu'on se serait dit que ça allait encore une fois jouer la gagne, mais ça roulait quand même plutôt bien. La McLaren est au-dessus de la Ferrari, en témoigne le début de course, même si Norris a pris son temps pour doubler Sainz. Une fois doublé, l'anglais s'est littéralement envolé. Ricciardo, lui, a eu un petit peu plus de mal, notamment sur le deuxième relais, hein, pour tenter de doubler Sainz. Alors ça n'a pas été aidé non plus par son arrêt au stand qui a été loupé. Et puis la première partie de course dans le trafic. Finalement, il s'est fait doubler par Perez. Donc bon, c'est un petit peu dommage pour Daniel Ricciardo. P4, P7 à l'arrivée avec la pluie. On peut parler un petit peu d'occasion manquée de faire un énorme break une fois de plus sur Ferrari, justement. Ceci dit, McLaren arrive quand même à marquer plus de points que la Scuderia. Donc du coup, ils conservent leur avantage au championnat avec 17,5 points d'avance. Donc ça leur achète, on va dire, une petite marge un peu confortable pour la fin de saison. Mais il ne faut pas non plus se relâcher. Ferrari aussi, mine de rien, de très bons progrès. Hein. Pour le coup, là, il y avait quand même un bon rythme chez la Scuderia, que ce soit chez Leclerc ou chez Sainz. Sainz qui cale sa Ferrari en P2, en qualif, ça roule très bien pendant le début du Grand Prix. Malheureusement, il a été obligé de couvrir Stroll, hein, ce qui met Ferrari dans la sauce totale pour la fin de course, stratégiquement parlant. Heureusement qu'ils prennent la bonne décision pour Sainz, pour la pluie. Leclerc, bon, faut qu'on en parle aussi. Charles Leclerc, c'est un peu comme Max Verstappen, sauf que Leclerc, il va au combat, putain. Le départ est d'une insolence la plus totale, mais il a pissé sur le field, mais d'une force, c'était assez incroyable. Rien que sur le départ avant le premier freinage, il gagne 5 positions. Il en gagnera 2 par la suite, une sur Gasly, une sur Mazepin. Fin du premier tour, plus 7 positions de gagné. Incroyable, le rythme de course qui était là, il s'est retrouvé à la bataille avec Sainz, Verstappen au moment où la pluie est arrivée. Enfin bref, il y avait de gros points à aller chercher à l'attaque pendant toute la course. Honnêtement, je pense qu'il nous a sorti une de ses meilleures courses avant la pluie malheureusement, avec un relais en hard qui a été très long, mais du coup, bah forcément payant. Troisième réaction, ah bah oui, forcément, je suis obligé d'en parler un petit peu en long, en large et en travers. On va parler de la pluie plus généralement, parce que finalement, la pluie a remis quasiment tout à zéro chez les pilotes et les équipes. Et puis, bah, c'est le moment où il fallait prendre la bonne décision au bon moment et surtout, fallait pas se gourer parce que c'était crucial. Alors généralement, quand la pluie arrive, ça peut se faire un petit peu plus au fur et à mesure et donc les pilotes ont le temps de voir venir, de voir la piste évoluer et de réagir en conséquence pour mettre des intermédiaires. Sauf que quand c'est une douche d'un coup comme ça, et bah toute l'adhérence change d'un virage à l'autre et d'un tour à l'autre.
Donc pour anticiper la bonne décision, c'est plus du pari et non plus de la réflexion. Bon alors dans ces cas-là, on a toujours un petit peu deux types de réflexions différentes. La première finalement c'est si jamais vous avez fait une course un peu pourrie, que vous n'êtes pas là où vous devriez être, que finalement il faut tenter un coup, tenter un pari, et c'est ce que vous allez faire. Vous arrêtez avant tout le monde pour mettre les intermédiaires en espérant que la pluie va redoubler et que vous aurez eu le bon pari et que vous serez suffisamment arrêté tôt pour pouvoir gagner des positions derrière. Ou alors de l'autre côté, vous avez une deuxième option, c'est si vous avez justement plus à perdre qu'à gagner, que vous êtes dans la position de Norris ou même de Lewis Hamilton, là à ce moment-là, ça vaut peut-être plus le coup de tenter de finir, quitte à souffrir un petit peu avec les pneus secs sous la pluie, mais de tenter le pari en espérant évidemment que la pluie ne redouble pas et que ça ne s'empire pas. Bottas, Raikkonen, Russell ou encore Mazepin ont fait ce choix justement de s'arrêter au 47e tour. Alors on peut dire à ce moment-là très clairement que c'est un petit peu conservateur et que pour le coup, ça tente vraiment un pari car on roule très bien avec les pneus secs, même s'il y a peut-être un ou deux virages où vraiment on va être lent parce qu'il a plu. Le reste du circuit, ça roule bien et c'est plus rapide en pneus secs. Ensuite, on a ceux qui ont vu juste et qui ont dit bon allez, ça devient un petit peu trop, vaut mieux passer en intermédiaire. Sainz, Verstappen, Ricciardo notamment, qui sont arrêtés un tour après. Sainz justement est sorti au virage 13 juste devant Verstappen et c'est un petit peu ça qui a porter le point de la réflexion de Verstappen pour rentrer. Il a vu Sainz partir à la faute, il a dit allez hop c'est bon, c'est terminé, là on réfléchissait, là c'est bon, faut mettre les intermédiaires. Sainz voulait rentrer déjà pendant ce tour, sauf qu'il y avait Leclerc qui était juste derrière Verstappen avec Sainz, et donc on peut accueillir qu'une des deux voitures. Leclerc continue, veut rentrer au tour suivant, arrive au virage 5 et là il dit non les gars, non c'est praticable, on reste dehors, faut rester dehors. Puis le tour suivant, le virage 5 est détrempé, il faut rentrer. Sauf qu'il a perdu tellement de temps déjà que s'arrêter lui fera perdre beaucoup de place supplémentaire. On lui dit si tu penses pouvoir rester justement sur la piste, continue. Puis finalement l'ingénieur de Leclerc se ravise et dit non finalement box et dit non si je peux rester dehors, non vas-y je tente le coup, je reste dehors, etc. Boum, P15. Bon alors tout se joue vraiment sur la confiance entre l'équipe et le pilote. En fait, vous en avez un qui voit tout le circuit, les autres voitures, etc. et donc qui peut voir les zones un peu humides, mais vous avez l'autre qui a le feeling dans la voiture et qui sait si l'intermédiaire c'est mieux ou si le pneu sec c'est mieux. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de pouvoir prendre la bonne décision là-dessus. Norris par exemple, lui il a continué parce que c'est très dur finalement de lâcher la première place, c'est compliqué, on est en train de pouvoir gagner le premier Grand Prix et Hamilton lui a refusé la première consigne avant d'obéir à la deuxième. S'il se passe l'inverse, si Norris rentre, Hamilton pour pouvoir tenter d'aller chercher la gagne, stratégiquement il est obligé de faire le pari inverse et d'aller au bout en pneus secs. En fait, le pilote et son ingénieur ont une relation où il faut une fois de temps en temps que l'un ou l'autre remette le destin, son propre destin, donc dans le cas d'un pilote, mettre son destin de la voiture dans les mains de son ingénieur, ou alors de remettre le destin de l'équipe finalement dans les mains du pilote. Et c'est pas souvent facile, c'est même très souvent très difficile de faire le bon call et de dire ok, je te laisse gérer, ou alors ok, laisse-nous gérer, mais tu vas voir. Voilà, c'est toujours très difficile. Alors Hamilton, de son côté, oui, il a su écouter son équipe, c'est un petit peu d'expérience, voilà, quand son équipe lui dit non, box, et il écoute. Norris, lui, a insisté, et l'équipe n'a pas su finalement l'arrêter à temps. À partir du moment où Hamilton rentre, il oblige Norris à aller au bout avec les pneus secs, car s'il s'arrête, quoi qu'il arrive, si Norris s'arrête, il perd la victoire. Bon alors forcément, beaucoup de déceptions parce que je pense que tout le monde voulait voir Norris gagner son premier Grand Prix, surtout de cette manière, avec la manière en se disant « le pari incroyable de rester sur les secs et tout ». Mais bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est souvent dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Donc, on espère que la prochaine fois que ça se présente, Norris ne fasse pas l'erreur et McLaren ne fasse pas l'erreur et qu'il gagne tout simplement la course. Quatrième réaction, forcément, quand il y a un pilote Alfa Romeo qui rentre dans les points, faut qu'on en parle un petit peu quand même. Bah oui, mesdames et messieurs, faut qu'on en parle. Par contre, c'est peut-être pas celui que vous attendiez. ça c'est horrible. Alors oui, on attendait Antonio Giovinazzi un nombre incalculable de fois dans les points depuis quelques courses avec ses bonnes qualifs et finalement, c'est le papy en pré-retraite qu'on adore et de retour de Covid qui vient prendre une très belle P8 grâce à la pluie, et ouais, ça c'est la vista de Raikkonen, et oui les gars. Alors Alfa Romeo reste à 16.1 de Williams,
au championnat, mais ça fait toujours plaisir de les voir marquer des points. Bien évidemment, on avait tous secrètement envie de voir un certain George Russell monter sur le podium. Il s'est fait un petit peu malmener à la stratégie par Stroll, mais une fois l'arrêt effectué, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué, on va dire. Finalement, on ne pouvait pas espérer plus qu'une P10 à la régulière pour George Russell, mais encore une fois, ça marque des points, et alors ça, c'est très très bien. Alors vu la P8 au championnat, ça va faire non seulement de l'argent pour la saison suivante et sortir Williams un petit peu la tête de l'eau, mais en plus, ça va motiver tout le monde et la paire Alex Albon, Nicolas Latifi pour faire encore plus un bon boulot l'année prochaine. D'ailleurs, Latifi et Albon avaient été coéquipiers chez Dams en F2 en 2018. On espère que du bon pour Williams, mais là, c'est en train de remonter. J'espère que ça continuerait comme ça pour l'année prochaine avec la nouvelle réglementation de 2022. Cinquième réaction, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu des perdants de ce Grand Prix, des perdants de ce week-end finalement. Aston Martin et AlphaTauri qui ont été hors sujet, un peu à côté de leur pompe pour être tout à fait honnête. Gasly était déjà passablement énervé en qualif et c'est bien normal parce que il avait largement le potentiel d'être en Q3. Le halo à ce moment-là protégeait la voiture de la colère du pilote et pas l'inverse. Et en course, ça a été assez compliqué. Le départ n'a pas été ouf pour Pierre Gasly qui a perdu quelques positions. Derrière, le job, ça a été de garder Bottas une bonne partie du premier relais derrière. Donc pareil, il fallait piloter un peu avec les rétros et du coup, on est un peu moins rapide que de se concentrer sur ce qui se passe devant. Puis l'arrivée de la pluie, les bonnes décisions n'ont pas été prises. Et donc du coup, ça a été vraiment plus compliqué. Bref, la voiture, l'AlphaTauri fonctionne vraiment très bien. Le pilote aussi. Là, c'est vraiment un manque de chance et surtout un boulot au sein de l'équipe de pouvoir saisir toutes les opportunités. En fait, avant, les opportunités un petit peu folles comme on a vécu hier, il y en avait quoi? Allez, 2-3 par saison. Là, c'est quasiment toutes les 2 courses finalement que AlphaTauri peut prétendre à scorer de gros points et du coup, c'est pas tout à fait la même approche stratégique ou de pression entre guillemets. On peut un petit peu vite s'en mêler les pinceaux finalement. Alors Stroll et Aston finalement, en s'arrêtant les premiers, en provoquant les premiers arrêts, ont mis d'autres pilotes un petit peu dans la sauce stratégiquement et Stroll finalement qui maîtrise plutôt bien ces conditions changeantes de pluie etc. Là, pour le coup, il a eu un petit peu tout faux, malheureusement, ça a été vraiment très compliqué. Alors du coup, touchette avec Vettel, aileron abîmé, il perd la voiture dans les Tech Pro au virage 7, il percute Gasly en sortant, il rentre en demandant des softs, arrêt long, un petit peu galère et on lui met des intermédiaires. Bref, là, pour le coup, c'était perdu. Vettel a poussé un tour de trop, perdu aussi à la porte des points. Pendant que Alonso finalement s'en sort vraiment très très bien avec l'appui et conserve la P6 de sa qualification alors qu'il y avait probablement une possibilité de podium. C'est peut-être celui qui était le plus proche d'aller saisir la bonne opportunité. Les écarts entre Alpine, AlphaTauri et Aston Martin commencent un petit peu à se creuser. À part Alonso, personne n'a su saisir l'opportunité ce dimanche. Il reste encore 7 courses et tout peut vite basculer. Mais on a des petits coussins de points pour le coup là aussi pour ces équipes, sauf surprise. Ça devrait pas vraiment bouger pour être tout à fait honnête. Là, il faut qu'il y ait encore une fois 1 ou 2 opportunités, un petit peu comme ce qu'on a vécu hier pour que y ait un gros changement. Autrement, il faut voir un petit peu à la régulière ce que ça va donner. Bon allez, évidemment, je vous laisse avec un petit bonus très rapide, mesdames et messieurs. Denis Hauger est champion de FIA F3. Il succède donc à Oscar Piastri, l'Australien qui est déjà en F2. Et puis Victor Martin s'est monté sur le podium, tout comme Théo Pourchaire. Victor Martin, justement, qui a été sacré meilleur rookie de la saison de FIA F3. Mais tout ça, on va en reparler cette semaine. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit bilan qui arrive. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix de Turquie. Et l'année dernière, c'était assez ouf. Donc j'espère que ce sera aussi ouf. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.